photo. Et puis, je me suis dit que j'allais voir avec la communauté des makers que je connaissais si des gens n'avaient pas d'autres idées un peu plus, un peu plus impactantes que les miennes. Donc j'ai embêté plein de gens. J'ai embêté Billy Ruben, Geekify, Max Tools, Reels, Naomi Wu et Krusty, donc qui sont des gens qui produisent énormément de contenu en ligne, qui partagent des modèles, qui partagent des manières de faire, etc. Et je leur ai demandé si ils n'avaient pas un super plan pour ça. Et j'ai eu une réponse de Billy Ruben, qui est célèbre pour avoir imprimé des trucs sur du tissu directement, qui lui permettent de créer des vêtements un peu différents. Et sa réponse, c'était: c'est vraiment trop court. Tu vas pouvoir leur expliquer qu'en gros, une imprimante 3D, c'est un espèce de pistolet à colle chaude qui se déplace, et c'est ça. Donc du coup, j'ai accepté le challenge. Les imprimantes 3D sont des pistolets à colle chaude qui se déplacent. Merci. Merci Alex. Voilà. Non, on va être un peu plus sérieux que ça. Je vais vous raconter des vrais trucs. Je ne vais pas vous parler de l'histoire de l'impression 3D. Il y a énormément de choses à dire sur la stéréolithographie et les débuts dans les... C'est assez ancien comme techno. Mais on ne va pas en parler. On ne va pas non plus parler des impressions résine qui sont de plus en plus démocratisées dernièrement et qui sont intéressantes parce qu'elles sont plus précises que l'imprimante 3D cartésienne que tout le monde connaît. On ne va pas non plus parler d'impression 3D sur du métal. C'est un peu le même principe, mais pas du tout pareil. Donc voilà. On va parler des imprimantes cartésiennes, c'est-à-dire qui sont effectivement une espèce de pistolet à colle chaude qui est fixé sur 3 axes et qui permet de construire couche après couche un objet. Mais on ne va pas faire que ça. On va aussi... Attendez, excusez-moi, voilà. On va aussi parler de la pipeline d'impression 3D. Parce qu'en fait, pour passer d'une idée à un objet, en réalité, il y a pas mal d'étapes qui sont intercalées dans la séquence d'action qui nécessitent de passer d'une conception à une réalisation. Et je vais vous détailler un petit peu tout ça. En premier, on va s'intéresser à l'anatomie d'une imprimante. Comme tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de cartésienne. Cartésienne parce que 3 axes. Une imprimante, grosso modo, ce que vous pouvez voir sur le slide, là, il y a un truc qui s'appelle le hot end, l'extrémité chaude. Si je le... en vrai, en français, ça s'appelle le corps de chauffe. Et ce truc-là fait fondre un filament de plastique qui lui est amené par un truc qu'on appelle un extrudeur. C'est le feeder que vous voyez au-dessus. Alors, il peut être soit collé au corps de chauffe, soit déporté et avec un tuyau. Et dans ce cas-là, on appelle ça un extrudeur Boden, un détail. Une bobine de filament qui va fournir la matière première pour construire vos couches. Le print bed en français, ça s'appelle... je me souviens plus du nom du print bed, mais c'est la surface en gros où vous allez coller la première couche de l'objet et sur laquelle vous allez construire petit à petit, couche par couche, votre objet. Il y en a des chauffants et il y en a des inertes. Chauffant, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une meilleure adhésion sur vos premières couches. Parce que on va pas trop en parler, mais dans l'impression 3D, il y a 2 grands cauchemars. C'est d'une part que l'objet se décolle pendant l'impression, et du coup ça continue d'imprimer, mais en lâchant du filament n'importe où dans le vide, et votre objet se casse la gueule, enfin ça fait un nid d'oiseau, c'est un enfer à nettoyer. Et le warping, qui est quand ça se décolle un petit peu, et que du coup bah, ça tord la géométrie de l'objet pendant son impression, et puis c'est un peu le même genre de problème. Et voilà. Voilà pour l'anatomie grossière d'une imprimante 3D. Comme je disais, il y a plusieurs axes. Donc vous allez avoir pas des servomoteurs, mais des stepper moteurs. Des stepper motors, c'est des moteurs pas à pas qui permettent de faire des mouvements extrêmement précis pour déplacer l'imprimante en haut, en bas, enfin déplacer la tête d'impression sur les côtés et déplacer le lit d'impression, voilà, le, le lit d'impression d'avant en arrière. Et voilà.
Voilà, vous savez comment ça marche, grosso modo. Maintenant, on va s'intéresser à des petites particularités. Il n'y a pas qu'un seul type d'imprimante cartésienne, hein. Je simplifie, mais il y en a plein de types différents. Il y en a dans des cages où c'est le lit d'impression qui descend au fur et à mesure que l'impression se fait et la tête est fixée sur deux axes et ne bouge pas. Il y en a d'autres où, comme celui qu'on voit là, où votre lit d'impression il fait juste avant-arrière et c'est la tête d'impression qui est sur un rail qui va monter, descendre et la tête d'impression va se déplacer de droite à gauche. Et après, il y a aussi les vieux modèles comme la photo que je vous ai montrée au début. Mais il n'y a pas que ça. On y revient après. Le fameux pistolet à colle, comment il marche? Le pistolet à colle, il reçoit du filament. Il y a une espèce de tube en téflon qui arrive. Alors pourquoi du téflon? Parce que comme ça évite que le filament ne fonde dans le début du corps de chauffe, enfin de la tête d'impression, et ne fasse un truc qui coince le filament. L'objectif, c'est de faire en sorte que le filament ne fonde que dans le petit rectangle rouge que vous voyez en bas qui s'appelle la zone de fusion. En gros, le gros truc rectangulaire qu'il y a autour, enfin le truc métallique qui est là, c'est la thermistance enfin c'est le truc qui va produire la chaleur de votre imprimante 3D. Le truc un peu marron, c'est la buse d'impression. Il y a qui n'a qu'un petit trou et qui permet du coup de déposer un filament extrêmement fin. Et ce que vous avez au-dessus, l'espèce de radiateur, c'est un truc c'est le dissipateur en fait, qui va permettre d'éviter que votre filament ne fonde ailleurs que dans la zone de fusion où il est censé fondre. Sur la question des températures de la fusion, etc., c'est tout un bordel. Parce que si ça fond pas là où c'est censé fondre, votre imprimante se bouche ou alors ça coule pas. Et du coup, enfin, ça peut être très très vite un cauchemar. Tout à l'heure, on a parlé des géométries. Il y a les imprimantes cartésiennes, mais il existe aussi des modèles qu'on appelle delta. Leur particularité, c'est que c'est pas du tout foutu pareil. Vous avez des tiges sur lesquelles des blocs peuvent monter et descendre. Et du coup, en faisant varier l'élévation des différents blocs, vous placez la tête d'impression à différents endroits. Le gros intérêt des deltas, c'est leur faible encombrement au sol. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une imprimante sur un tout petit espace, une delta, ça peut être pas mal. Après, en général, si vous voulez aller vers du luxe, les deltas sera plutôt des modèles d'entrée de gamme qui ont des fonctions de base. Vous n'allez pas pouvoir... enfin, je ne sais même pas s'il existe des deltas avec un lit chauffant, par exemple. Donc on met du filament dans ces imprimantes, les deux types. Et en fait, on met plein de types de filaments dedans. Du PLA, de l'ABS, HIPS, PETG, nylon, tout ça, c'est très bien. Mais du coup, il y a un critère, il y a plein de critères à prendre en compte, mais si vous démarrez, je vous conseille de vous pencher sur la facilité à imprimer. Parce que en réalité, il y a des matériaux qui sont plus ou moins difficiles à imprimer. Je vous donne un exemple. Le PETG, par exemple, est plus difficile à imprimer que du PLA. Le PLA, vous pouvez lancer votre impression, ça va chauffer à 200, 210 degrés, faire ses couches tranquillement et tout, et ne pas vous en soucier. Le PETG, s'il y a une brusque variation de température à l'endroit où vous êtes en train d'imprimer, ça peut tout à fait causer une torsion dans votre pièce qui va faire qu'elle se décolle et que votre impression finisse à la poubelle. Du coup, il y a plein de gens qui ont fait plein de choses pour parer à ça. Entre autres, il y a ce qu'on appelle la IKEA Lack Enclosure. Des mecs qui ont superposé deux tables Lack de chez IKEA. Donc, c'est des petites tables basses à pas très cher. Et ils les ont empilées, ils ont foutu des portes en plexi autour et ça leur a fait une espèce d'isolation pour leur imprimante pour éviter que la température ne bouge. Ça, c'est quand on aime s'embêter. Si, comme moi, vous n'avez pas envie de vous embêter, bah, on fait du PLA. Le seul inconvénient du PLA, c'est qu'il absorbe l'humidité.
Donc, typiquement, si vous essayez de faire un pot de fleurs en PLA, ça va pas très bien se finir. Une tasse en PLA, ça va pas bien se finir non plus. Donc, pour tout ce qui est imperméable ou qui demande des contraintes de torsion ou de flexibilité particulière, ben, il ne faut pas prendre du PLA. Mais pour les débuts, ça vous ira très bien. Donc, gardez en tête, PLA, facile. Parlons de la pipeline. Comment on va imprimer quelque chose? Déjà, on va concevoir l'objet. On va avoir une idée particulière, se dire, OK, je voudrais une lampe qui ait cette forme. Ensuite, on va transformer cette conception de l'objet en quelque chose qui est compréhensible par la machine, par l'imprimante. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez transmettre cette chose, ce langage compréhensible par la machine, à une imprimante qui va vous faire un objet. On va s'intéresser un peu plus à ces 3 étapes. Et je ne sais pas pourquoi ma barre espace ne marche plus. Voilà. Ok. Donc, la conception. La conception, c'est l'acte... encore une fois, je mets un caveat, hein, je simplifie beaucoup de choses. Donc désolé pour ça, mais on va aller à l'essentiel. La conception, c'est l'acte de créer un fichier STL. STL, c'est une extension. En gros, c'est dans votre fichier STL, vous allez avoir une grosse liste de triangles. C'est un modèle 3D, tout simplement, avec un format standard qui est compréhensible par un paquet de choses. Il y a des jeux vidéo qui utilisaient du STL pour leur modèle, il y a la plupart des logiciels de conception qui sont capables de créer du STL, et la plupart des slicers, le petit outil qui permet de passer d'un modèle à du code compréhensible par la machine, comprennent le STL. Et derrière, pour créer ce STL, on a besoin d'un logiciel de conception. Et il y en a plein. Il y a Tinkercad, Autodesk, vous pouvez utiliser Blender aussi, pour l'outil open source, pour ceux qui connaissent. C'est pas vraiment super adapté, Blender. Le truc, c'est que c'est plus intéressant d'utiliser un logiciel de conception adapté à la conception d'objets qu'un un logiciel de modélisation 3D qui ne prendra pas forcément en compte des contraintes physiques ou le fait de devoir bien tourner les facettes dans le bon sens pour que le slicer le comprenne bien, etc. Donc Blender, ça dépanne, mais je ne vous le conseille pas en premier essai. Si jamais vous voulez essayer, Tinkercad, c'est un outil en ligne, pas besoin d'installer quoi que ce soit, hyper simple. C'est un truc d'Autodesk, il me semble. Vous pouvez créer vos modèles, les garder en ligne, etc., les télécharger localement au format STL. Ça contient pas énormément d'outils, mais ça vous permet d'utiliser des formes de base et des formes avancées et de faire des opérations booléennes sur les unes et les autres. Donc ça fait le taf quand on démarre et qu'on a envie de construire quelque chose. Donc c'est un très bon outil pour démarrer. Si vous voulez tester, n'hésitez pas à essayer. Tinkercad. Voilà. Même pour jouer, c'est cool. Il y a une question sur SolidWorks ou le logiciel Katia ou Katia, je crois. Ouais, Katia, comme c'est vraiment pour de la conception, je suis persuadé qu'il y a tous les modules qu'il faut pour créer des STL et prendre en compte des contraintes physiques, etc. Parce que c'est quand même un truc qu'ils utilisent pour construire des avions. Donc, donc ouais, je pense que c'est un très bon outil, effectivement. Ça marche très bien. Ce que vous voyez là, la petite vidéo, c'est un exemple d'usage de Autodesk Fusion 360. Alors Autodesk Fusion 360, ça fait un paquet de trucs, mais entre autres, ça permet de faire de la conception pour de l'impression 3D et pour du CNC. Pour les habitués des Fab Labs, le CNC, ça doit vous parler. Pour les gens à qui ça parle pas, en fait, c'est un robot de découpe. C'est le robot, vous allez mettre un laser ou un autre truc, une planche de bois, et tac, il va faire les découpes pour vous au quart de poil près. Gros intérêt de Autodesk Fusion, c'est que ça permet de faire du design paramétrique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des variables pour les dimensions des traits, les angles, etc. que vous utilisez, et du coup, derrière, si vous voulez, par exemple, imaginez, vous faites un tiroir et que un autre jour, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un tiroir, mais pas tout à fait aux mêmes dimensions. Si vous avez utilisé du design paramétrique pour faire votre tiroir, vous allez juste à changer 4 valeurs, hauteur, largeur, machin, etc.
et relancer un rendu de votre objet, et vous allez récupérer un nouveau modèle qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a d'autres... parmi le gros avantage aussi de l'outil, c'est le fait qu'il garde une timeline de toutes les opérations. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un logiciel de conception et pas un logiciel de modélisation 3D. Vous pouvez revenir dans le temps. Revenir dans le temps et changer quelque chose, 3 ou 4 étapes en amont, et après revenir à la fin de votre objet. Si vous vous rendez compte à la fin que vous avez modélisé votre tiroir 2 cm trop grand, vous pouvez repartir au début, changer la taille d'un segment, revenir à la fin, et votre tiroir, paf, il aura la bonne taille. Donc, super outil. On peut l'utiliser en tant que particulier. La seule contrainte, c'est que je crois qu'on est limité à 10 projets. 10 projets. Alors après, il suffit d'archiver des projets pour pouvoir en faire d'autres. Hein, donc, c'est un faux problème. Je pense que c'est une bonne limite pour un particulier qui s'amuse. On va parler 2 minutes d'OpenSCAD. OpenSCAD, c'est un truc très marrant. C'est un langage fonctionnel de programmation, donc, qui permet de décrire des STL, des formes, des géométriques en 3D. Et donc, du coup, vous pouvez coder des modèles 3D avec des variables, etc. Et c'est hyper intéressant. Je me suis amusé à l'utiliser pour construire un bloc porte. J'avais 2 trucs que je voulais faire se clipser pour que quand j'ouvre ma porte, elle reste ouverte et qu'elle ne se referme pas à cause du vent. Évidemment, j'y ai passé 2 heures, mais je me suis bien marré. Donc, vous avez un paquet de choses. Vous pouvez faire pareil des opérations booléennes d'addition ou de soustraction entre des formes. Vous pouvez déclencher des rotations, des translations, voire même d'autres opérations un peu plus complexes de torsion et autres. Il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu solide, mais vous pouvez installer OpenSCAD hyper facilement et tester hyper facilement. Et si c'est un truc qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à y aller, parce que c'est hyper drôle de se dire qu'on peut programmer des objets qui finissent par exister physiquement. Moi, ça me fascine. On va parler du slicing. Les slicers, ce sont ces programmes qui prennent un modèle STL, un gros tas de triangles, et qui vous en font des couches que votre imprimante va imprimer. Et du coup, quand je dis des couches, ce que fait le logiciel, c'est pas qu'il décrit des couches, c'est qu'il va aligner des instructions dans un langage qui s'appelle le G-code, que l'imprimante va comprendre. Le G-code, ça serait un peu comme le PostScript pour une imprimante 2D. Le truc, c'est que ce G-code, il doit prendre en compte les particularités de la machine. La vitesse de déplacement de la tête d'impression, la taille du lit d'impression, etc. Enfin voilà, il y a un tas de trucs. Donc du coup, l'étape de slicing, c'est une étape nécessaire, un peu prise de tête parfois, mais nécessaire de l'impression 3D. Il y en a un paquet aussi. Il y a des projets qui sont open source, qui sont hyper ouverts et qui incluent aussi des profils d'impression pour des imprimantes qui ne sont pas celles de ceux qui les construisent, du genre Cura, qui est très très bien. Et après, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus propriétaires, mais je suis fâché avec eux, donc je ne vais pas en parler. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et une fois que vous avez fini de générer ce fichier G-code qui explique à l'imprimante ce qu'elle est censée faire, eh ben, vous avez juste à envoyer, alors plusieurs solutions pour ça, envoyer votre fichier G-code à l'imprimante, soit vous la mettez sur, si votre imprimante a un port USB, vous la mettez sur une clé USB, ça se branche dedans, derrière vous pouvez voir la liste de vos modèles dessus, choisir lequel imprimer, envoyer l'impression. Soit vous pouvez faire à peu près la même chose avec des cartes SD ou micro SD ou des choses comme ça. Ou alors, il y a une autre manière de faire que j'ai choisie, qui est que j'aime bien, qui est de brancher un Raspberry Pi sur le port USB de votre imprimante et d'installer Octoprint dessus. Octopi, c'est un back-end pour votre imprimante.
Et il va vous permettre d'envoyer des impressions dessus depuis ailleurs. Du coup, sur mon Raspberry Pi où j'ai mis Octoprint, j'ai aussi branché une webcam. Et la vidéo que vous voyez juste là, en fait, eh ben, c'est un time-lapse de la webcam qui est sur mon bureau. Et du coup, le gros intérêt de ça, c'est que comme j'ai installé un plugin ngrok sur mon Octopi, je suis capable de voir ce qui se passe sur mon imprimante en live, même quand je suis pas à la maison. Pourquoi c'est important? Parce qu'une impression 3D, c'est extrêmement long. Énorme surprise de ma part pour imprimer le moindre truc. Alors, la première impression que j'ai faite de ma vie, on est dans la chambre de ma fille, donc vous allez voir que je suis un bon papa et que je me suis d'abord occupé de ma fille. Je lui ai fait un support pour son téléphone portable. Et ce petit truc là, qui tient dans le creux de la main, vraiment petit, a pris facile 30 à 40 minutes pour s'imprimer. Donc on est sur du extrêmement long. Quand on est habitué à une imprimante laser 2D qui sort une page en 4 secondes, l'impression 3D, eh bien ça challenge votre patience. Et voilà, c'est tombé, c'est pas grave, on tombera pas plus bas. Donc, petite question, Alex. Du coup, ouais. qu'est-ce qui se passe quand ça prend 15 heures et que tu vois que ça marche pas bien depuis ta caméra? C'est quoi ton moyen d'action finalement? En fait, Octopi est vraiment bien foutu. Et du coup, comme c'est lui qui lit le fichier G-code et qui passe les instructions à l'imprimante les unes après les autres, tu peux tout à fait utiliser une interface, une IHM qui te permet d'envoyer des commandes à la place. Et les commandes, c'est des boutons, quoi. Et tu as un bouton cancel. Du coup, tu peux cancel l'impression. Et voilà, tu cancel ton impression pour pas gaspiller de filament et ça s'arrête là. Après, il y a des gens qui ont construit un produit qui est rigolo, qui s'appelle The Spaghetti Detective, je crois. Spaghetti, parce que quand l'impression commence à foirer, souvent, ça fait des fils comme des spaghettis, ça ressemble à un nid d'oiseau, quoi. Et ce truc-là, en fait, ils ont branché du machine learning pour surveiller la caméra d'Octopi. Il y a un plugin The Spaghetti Detective. Et automatiquement, si ça détecte que l'impression part en cahuète parce qu'il arrive à voir qu'il y a des spaghettis qui commencent à se dérouler de votre imprimante, il va balancer la commande d'annulation à l'imprimante. Ou alors, vous pouvez juste configurer la réception d'un SMS et puis derrière, vous vérifiez et vous annulez, quoi. J'avais lancé une grosse impression qui devait durer quelque chose comme 3 heures, et enfin, grosse, c'est relatif, hein. 3 heures, c'est petit à l'échelle de l'impression. Pour les gros modèles, on peut facile faire des impressions qui durent 1 ou 2 jours, quoi. Pour des imprimantes un peu significatives, par exemple, j'ai une imprimante dont le lit fait 25 cm de côté, si je fais une impression qui va prendre toute la surface, à la fois en largeur, profondeur et hauteur, je pense que j'en ai pour 2 jours. Facile. C'est vraiment long. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un moyen de monitorer le truc. Enfin, voilà. C'est en termes de confort. Après, si vous voulez imprimer juste un outil ponctuellement ou un petit quelque chose qui est un petit objet comme ça se fera en 1 ou 2 heures. C'est tout à fait OK. Mais par contre, effectivement, il faut pas se dire que vous allez faire un casque de Stormtrooper en 15 minutes, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est long. Et donc le G-code, bah, c'est un langage de programmation, donc derrière le fait d'avoir un Octopi qui commande, ça vous permet vous aussi d'envoyer depuis une console n'importe quelle commande à l'imprimante. Il y a le langage G-code est spécifié, hein, vous pouvez trouver les specs en ligne. En général, les gens qui sont vraiment vraiment vénères sur l'impression 3D commencent à maîtriser les commandes G-code, ce qui n'est pas mon cas. J'en suis pas arrivé à ce stade, mais voilà, sachez que ça existe. L'impression 3D, c'est cool parce que ça vous ouvre un monde de possibilités incroyables. Vous pouvez imprimer des choses qu'il n'est pas possible de construire autrement. Par exemple, l'objet que je vous montre là, la petite boule dans le cube, bonne chance pour le faire autrement qu'avec une imprimante 3D. Alors évidemment, vous pouvez essayer de vous débrouiller avec un bloc de bois et de graver, et de retirer de la matière jusqu'à arriver à faire une forme à peu près identique, mais en conception additive, c'est impossible. Ou alors il faut passer par de la découpe, de la fusion, etc. Donc c'est vraiment très chouette pour ça. Vous pouvez construire des pièces mécaniques qui
ne peuvent pas exister autrement. Donc, ça ajoute plein de possibilités, mais ça ajoute aussi des contraintes. Tout à l'heure, on a parlé sur les filaments qui sont un peu sensibles, on a parlé de la température, etc. Il y a un autre exemple qui est la règle des 45 degrés. Comme vous déposez couche après couche du plastique l'un sur l'autre, quand votre objet va en s'élargissant, si votre angle est plus grand que 45 degrés, il y a des chances que ça fasse des trucs moches. Ah, ma lampe vient de rendre l'âme. C'est la vie. Et en fait, si vous posez une couche là où il n'y a pas de couche pour vous soutenir, le filament va tomber, en donnant cet aspect granuleux bizarre que vous voyez sur les illustrations du bas. Donc, après, il y a moyen d'utiliser ce qu'on appelle des supports. Alors, le support, ça va être une structure temporaire que vous allez construire en même temps que le modèle, mais qui va juste être là pour soutenir, quand vous faites du plus de 45 degrés, pour soutenir les filaments. Et puis, une fois que vous avez fini l'impression, vous arrachez les supports et ça se passe très bien. Il y a aussi des imprimantes avec 2 têtes d'impression qui vous permettent d'imprimer un filament de support soluble dans l'eau et un filament ordinaire. Donc, vous pouvez faire vos supports en soluble, prendre votre modèle, le tremper dans l'eau, paf, les supports sont plus là, vous êtes content. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des difficultés sur certains trucs géométriques. Et ça, vous le découvrirez si vous creusez le sujet, si vous n'êtes pas déjà dedans. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Thingiverse. On va parler un peu plus en détail de Thingiverse et d'autres. Savoir faire ces modèles, c'est très bien, mais c'est quand même vachement plus rapide de trouver des modèles en ligne. Parce que si vous avez un besoin, on est près de 7 milliards, un peu plus de 7 milliards sur Terre. Il y a sûrement d'autres gens qui ont eu le même besoin. Donc il y a sûrement d'autres gens qui ont déjà fait des modèles. Il y a d'autres plateformes aussi dont j'ai zappé le nom, mais les 4 que j'utilise personnellement sont Prusa Printer, parce que mon imprimante est une Prusa et j'aime bien leur ergonomie du site Prusa Printer, qui est une super marketplace. Thingiverse, qui est l'historique, sympa aussi, mais a eu beaucoup de problèmes techniques. Parfois, le site déconnait pas mal, donc les gens étaient très mécontents. Et ça a laissé de la place à une boîte française qui s'appelle Cult. Cult et cette boîte française fait la même chose, une marketplace. Donc vous avez des modèles gratuits, mais aussi des modèles payants. Vous allez trouver des modèles fonctionnels, ou des modèles plus artistiques. Et c'est très bien foutu. Le focus a été mis sur Cult, sur la qualité des profils des modèles mis en ligne par les designers. Ils sont allés au début jusqu'à aider les gens à prendre des photos, à vérifier les impressions de certains objets pour assurer les gens que ça s'imprimait bien, etc. Et il y a aussi My Mini Factory, qui est très bien si vous êtes passionné de figurines, parce qu'ils ont une collection de figurines incroyable. Donc maintenant, on va regarder on arrive à la fin. Je vais vous montrer quelques exemples d'impressions intéressantes. Et puis derrière, si vous avez d'autres questions, on les déroulera. Si vous êtes un geek comme moi, vous pouvez vous amuser à imprimer un boîtier pour votre Raspberry Pi 4, par exemple. Le boîtier que vous voyez sur la gauche de ce slide, c'est celui qui contrôle mon imprimante. Donc vous pouvez voir qu'il a son petit câble RJ45, son petit câble USB, son câble d'alimentation, et il est tout content. Et donc c'est lui qui me contrôle l'imprimante. C'est rigolo, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vous avez horreur d'être interrompu au boulot, bon, alors en ce moment c'est pas trop un problème parce qu'on est un peu tous en remote, mais vous pouvez vous amuser à imprimer des drapeaux aussi qui permettent de dire attention, je bosse, foutez-moi la paix, ou c'est bon, le drapeau est baissé, vous pouvez me causer. Un autre truc qui m'a beaucoup plu, c'est la capacité de construire assez rapidement des structures pour faire du câble management. Parce que si, comme moi, vous croulez sous les câbles, au bout d'un moment, ça rend fou. On n'a pas envie de devoir brasser des paniers de spaghettis, et du coup, pouvoir les ranger, c'est quand même cool. Et enfin, pour finir, je vais vous parler un petit peu de mon bureau. Ce que vous voyez dans le fond, c'est mon imprimante. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau habituel, je squatte la chambre de ma fille. Donc, je ne peux pas vous le montrer en live. Il faudra me croire sur parole, mais c'est mon bureau.
Dans le fond, vous voyez mon imprimante, qui est une Prusa particulière, parce que je l'ai prise en noir. D'habitude, les couleurs sont... il y a du orange, mais elle est au noir. Et sur ce bureau, il y a, mine de rien, il y a tout un paquet de trucs qui ont été imprimés en 3D. C'est pas des gros changements, mais ça reste des choses qui changent ma vie, qui ont un gros impact avec un petit investissement. Donc, quelques exemples. Par exemple, là ce soir, vous me voyez, mon ordi est surélevé et j'utilise des pieds que j'ai imprimés en PLA, que je clipse l'ordi dedans et ça me permet de le mettre à hauteur d'yeux et je suis très content parce que ça pèse pas de place, je peux l'emmener quand je me déplace et ça marche très bien. Voilà. Dans le fond, vous pouvez voir un pot dans lequel mes outils de l'imprimante sont stockés. En fait, j'ai pris tous les outils que j'utilisais au moins une fois par jour. J'ai regardé la dimension qu'ils faisaient et j'ai fait des cases de l'exacte taille de chaque outil. Et du coup, tout fit, ça prend 0 place sur mon bureau et je suis ravi. Dans le fond, le truc marron que vous voyez, c'est ma caméra qui a filmé l'impression que vous avez vue un peu plus tôt. En fait, cette caméra, je l'ai démontée. Pourquoi je l'ai démontée? Parce qu'en fait, ce modèle de caméra de Logitech, je crois que c'est les C270, il y a un focus manuel qui existe mécaniquement, mais qui a été bloqué par un point de colle. Du coup, je l'ai démonté. C'est un hack qui est un peu connu dans le monde des makers. Je l'ai démonté, j'ai viré le point de colle et j'ai rajouté une façade avec une espèce de molette qui me permet de régler le focus de ma caméra maintenant. Donc pour ça, j'ai dû dépenser à peu près 70 centimes de PLA grand maximum. Le PLA coûte rien. Vous en sortez avec une bobine de 1 kg, ça coûte 15 balles. Et voilà, ça vous donne une idée du coût des objets que vous voyez là, quoi. Ce que vous voyez donc sur la gauche, là, c'est mon vide-poche sur mon bureau. Sous le couvercle de l'espèce de boîte bleue, il y a un paquet de cartes mémoire. Le truc, c'est que je suis parti initialement avec un bout de ce truc-là, et ça a été designé par un grand malade qui a designé plein de formes différentes qui se clipsent. Et du coup, à chaque fois que j'ai un nouveau besoin, je peux rajouter à mon vide-poche un nouveau compartiment, un nouveau truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un bout noir et un bout bleu clair. Et enfin, le truc que vous voyez là-haut, c'est un guide fil pour le filament, pour éviter qu'il parte sur le côté de la bobine et que ça fasse des nœuds. Donc c'est un truc que j'ai clipsé sur le haut de mon imprimante. Ce que vous voyez en haut, c'est la bobine. Et ça me permet d'éviter d'avoir des nœuds et d'avoir des impressions qui foirent des impressions de 3 heures qui foirent au bout de 2 heures et demie, parce que le fil est sorti de la bobine, quoi. Et dernière chose, tout en bas à gauche, le petit bout de truc blanc, là, pareil. C'est des pieds imprimés en 3D que j'ai vissé à une planche pour créer un support pour mon écran supplémentaire qui est par-dessus. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Mais mise bout à bout, ça a un énorme impact sur mon confort de vie et surtout sur ma capacité à répondre à des problèmes que j'ai sans avoir à passer nécessairement par une boutique. Donc je trouve ça plutôt cool. C'est vraiment, quelque part, c'est vraiment une révolution industrielle. Donc, désolé, le truc est encore pied-blot. Voilà. Ok, en conclusion de tout ça, je vais vous partager toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Premièrement, quand vous choisissez votre imprimante, le truc le plus important, c'est la taille de sa communauté. Au début, je suis parti en achetant une imprimante française en me disant que j'allais soutenir la France. Je nommerai pas la marque parce que je suis pas particulièrement content. Mais si j'avais vraiment creusé en amont, je serais très clairement parti sur autre chose. Je serais parti sur soit Ultimaker, soit Creality, soit Prusa. Mais une marque avec une grosse communauté en ligne, des gens présents, actifs. Le support du slicer est important. Et c'est important que le slicer soit ouvert et que l'imprimante soit reconnue par d'autres slicers. Parce que tous les slicers n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Et si un jour vous voulez faire une impression
avec un type de remplissage. Le remplissage, c'est le motif que va mettre votre imprimante à l'intérieur des parties fermées de votre objet. Un type de remplissage que votre slicer habituel ne fait pas, et ben, c'est quand même cool de pouvoir utiliser un autre slicer. Donc ça compte aussi. Donc en général, d'ailleurs, choisissez des standards ouverts plutôt que des trucs extrêmement propriétaires. L'impression 3D, je vous l'ai déjà dit, c'est très lent. Et cerise sur le gâteau, c'est très bruyant. Donc c'est parfait. Si vous avez la chance d'avoir un petit atelier ou quelque chose ou un garage, nickel. Si vous vivez en appartement, c'est des choses à prendre en compte aussi. Quand je dis bruyant, on n'est pas sur le niveau d'un aspirateur, mais pour vous donner une idée, ça ressemble à une imprimante matricielle. Donc c'est relativement bruyant. Vous ne devez pas avoir peur de tester et de bidouiller des trucs. Mon imprimante, je l'ai reçue en kit, il a fallu que je la monte. La plupart des imprimantes, ce sera le cas aussi. Et régulièrement, il faut resserrer des boulons, régler des choses, reconfigurer des trucs. Il ne faut pas avoir peur de ça. Du moins, si c'est quelque chose qui vous gonfle par avance, il ne faut pas y aller, quoi. Et vous allez aussi foirer plein de choses. Mais c'est OK, parce qu'en fait, c'est un jeu. Vous expérimentez, ça ne fonctionne pas, pas grave. Vous essayez autre chose jusqu'à ce que vous allez réussir à craquer le sujet. Au bout d'un moment, vous serez très à l'aise avec votre imprimante et vous ne foirerez plus de modèles. Mais les débuts sont un festival d'impressions ratées. Voilà. Si évidemment vous avez des questions sur l'impression 3D, vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, je vous mets mon email, mon site web et mon handle Twitter et GitHub. Attention à mon email, il y a un J qui se cache entre le N et le A de mon nom de famille. Quelles questions avez-vous? Il y a des questions, il y a une question de Franck sur j'ai une imprimante 3D chez moi depuis 1 an et beaucoup de chutes de PLA. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, les supports vides. Ouais, c'est ça. À une époque, il y a eu un concours sur Prusa Printer pour faire de l'upcycling, c'est-à-dire du recyclage de ces trucs-là. Ils ont lancé le délire de allez, faites les trucs les plus fous avec vos bobines vides. Et du coup, si tu vas sur le site Prusa Printer, tu vas trouver plein de modèles qui te permettent d'utiliser tes bobines pour faire par exemple des petits tiroirs. Tu vois, tu vas pouvoir imprimer 4 tiroirs qui se mettent directement dans la bobine. Alors bien sûr, il faut que ce soit la bonne taille de bobine, il faut vérifier ça quand même. Ça c'est un exemple. Il y a pas mal de gens qui ont trouvé des idées assez créatives pour faire des trucs. Perso, je les jette. Ok. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu arrives au bout de la bobine? L'imprimante, elle peut repartir du Ouais, point où ça s'est arrêté ou pas? ça dépend de ton imprimante. Mais typiquement la mienne, si elle arrive en bout de bobine, ce qu'elle fait, c'est elle s'arrête, elle maintient la température. Elle maintient la température de la buse. Il y a ce qu'on appelle un détecteur de fin de filament dans la tête d'impression qui est juste avant l'extrudeur en fait. Et du coup, s'il voit que le filament arrive à la fin, il s'arrête, il garde la température et elle sonne pour me prévenir. Donc il y a effectivement moyen de faire des reprises sur impression. Il y a pas mal d'imprimantes qui permettent de faire des pauses aussi sur les impressions. Ça, c'est un jeu aussi. Les gens font des pauses sur les impressions pour plusieurs choses. Soit pour s'amuser à changer de couleur, parce que du coup, votre modèle, il va commencer par exemple en bleu et à mi-impression, vous allez passer sur du rouge et ça va être marrant. Soit parce que vous avez envie de mettre des trucs dans votre modèle. Par exemple, vous pouvez coincer un écrou ou un truc dedans pour faire une fixation. Vous pouvez rajouter du poids sous forme d'objets métalliques ou faire plein d'autres choses. Euh, et voilà. Donc il y a pas mal d'imprimantes qui supportent l'arrêt d'impression. Vous pouvez même dans le G-code que vous transmettez à l'imprimante mettre les pauses et les reprises. Vous pouvez, en fait, ce fichier, vous pouvez l'éditer. Il est lisible, c'est du texte. Donc voilà.
Ok. Il y a une question d'Aurélie. Quelle est ton impression la plus ratée? La plus ratée, Ouais. je réfléchis. C'était la fois, en fait, celle-là, elle était pénible parce que l'objet s'est décollé du lit d'impression, mais au lieu de rester bêtement sur le lit d'impression à se balader pendant que la tête d'impression faisait un nid d'oiseau, en fait, il s'est collé à la buse. Du coup, la buse a continué de cracher du filament tout en se déplaçant, mais avec l'objet collé, et ça a fait une espèce de blob sur la buse. Et moi, j'ai découvert ça uniquement quand c'était fini. Du coup, le blob sur la buse avait refroidi, c'était dur. Du coup, je n'ai pas réussi à le décrocher comme ça. Il a fallu que je m'amuse à faire chauffer ma tête d'impression pour arriver à décrocher l'objet et tout. Enfin, c'était un enfer. J'ai pris, je pense, 30 bonnes minutes à nettoyer ma tête d'impression avec une brosse métallique. Euh, ouais, c'était le plus relou. C'est pour ça que le surveiller ce qui se passe, c'est quand même important. Que ce soit sur place ou au travers d'un outil de monitoring comme Octopi ou le The Spaghetti Inspector là, ou détective, je sais plus. Ok. Il y a une question sur est-ce que tu conseilles une marque, enfin, quel est le prix moyen d'une imprimante pour un petit budget mais avec une bonne qualité? Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose pour débuter. Ouais. En fait, il y a plusieurs réponses à ça. Ça dépend beaucoup. Si vous êtes à l'aise avec le bricolage et si vous n'avez pas forcément envie de toucher la perfection au niveau de vos impressions, je vais arrêter le partage d'écran, je vous verrai mieux. Tac. Donc, si vous avez un budget et, qui est petit et que vous n'avez pas peur de bricoler et que effectivement la perfection n'est pas un objectif, vous pouvez partir pour les imprimantes de Creality. Je pense à la Ender 3. Alors, c'est du matériel chinois, mais qui fonctionne. Le truc, c'est qu'au début, la plupart de vos impressions, ça va être des upgrades pour votre imprimante. Donc vous allez en gros améliorer l'imprimante au fur et à mesure. Faut pas avoir peur de bidouiller. Si bidouiller vous gonfle, la Ender 3 de Creality, elle coûte 150 euros, je crois, un truc comme ça, 200 euros grand max. Donc on est vraiment sur du gros entrée de gamme, mais il y a un gros effort à déployer derrière pour obtenir des résultats vraiment satisfaisants. Si vous voulez un truc qui va fonctionner d'office, il y a la Prusa Mini qui est l'espèce de version, le mode facile de l'impression vu par Prusa. Alors Prusa, c'est une société qui fait la MK3S, qui est c'est le modèle que je me suis acheté pour mes 40 ans, je suis fan, mais ça coûte 1000 balles. La Prusa Mini, elle va vous coûter plutôt dans les 400 euros, je pense. Le gros avantage, c'est que l'assemblage, elle est préassemblée, donc l'assemblage se fait très vite. Moi, ma Prusa, j'ai mis facile 12 heures à la monter, donc j'ai passé une partie de mon week-end là-dessus. Euh, mais une Prusa Mini, c'est préassemblé, c'est 2 heures grand max. Ouais, voilà. En fonction de votre budget, si vous voulez pas être déçu, et il faut mettre dans la balance le bricolage ou pas, quoi. Mais après, c'est un jeu aussi. Si vous dites que vous investissez 150 euros et que c'est pas bien grave de la casser et vous pouvez essayer. Alors, un autre truc à savoir, si vous pétez votre imprimante, ça se répare. Et il y a une communauté en France de makers aussi, et les gens sont ravis de se dépanner les uns les autres en s'imprimant des pièces. Donc vous pouvez, par exemple, sur les forums de Prusa Printer, vous pouvez trouver d'autres amateurs de Prusa, trouver quelqu'un qui va vous dépanner en vous imprimant une pièce de remplacement pour votre imprimante ou quoi. Après, chose que j'ai pas encore faite, mais qui est recommandée par la plupart des gens qui sont dedans depuis un moment, c'est d'avoir toujours un jeu de rechange. Donc en général, quand les gens qui ont un peu de bouteilles prennent une nouvelle imprimante, le premier truc qu'ils vont faire, c'est réimprimer chaque pièce de l'imprimante pour avoir un set prêt si jamais il y a le moindre souci, quoi. Ouais, c'est particulier, mais Mm. faut y
réfléchir. Une question sur, arrives-tu à avoir des surfaces trace sur tes objets en PLA? Alors, oui et non. J'adore les réponses de Normand. On est à Orléans, mais je vais vous faire des réponses de Normand ce soir. En fait, sur le lit de la Prusa, j'ai une feuille métallique qui est aimantée et qui se détache. Du coup, mon lit d'impression, je peux décrocher la plaque et quand j'ai fini le modèle, je tords la plaque et le modèle se décolle tout seul. J'ai 2 plaques comme ça. J'en ai une qui est parfaitement lisse et j'en ai une autre qui est texturée, un peu poudrée. Donc en gros, quand j'imprime en PLA un objet là-dessus, le côté qui est la première couche d'impression, elle est toujours extrêmement lisse. Vraiment, c'est hyper lisse, quoi. Voilà, on voit à l'œil nu le filament quand même. Si vous regardez le truc, vous allez voir un filament qui fait le contour de l'objet et un filament de remplissage à l'intérieur, mais au toucher, c'est imperceptible. Après, sur les parties latérales de l'objet, en général, on sent les couches de filament. Alors, on les sent moins si on passe. On peut faire différentes hauteurs de couches, c'est-à-dire que vous allez, en fonction de la finesse de ce que vous voulez imprimer, vous allez dire ok, bah moi je veux imprimer par couche de 0,2 mm ou 0,4 mm pour un truc rapide ou 0,05 mm pour un truc extrêmement précis. Plus la hauteur de couche est réduite, plus vos stries de vos couches sur le côté de l'objet seront fines et moins vous allez les sentir. Pour la partie du dessus, c'est encore particulier. Comme votre buse est chaude et qu'elle dépose le plastique comme ça, en général, là, vous allez toujours sentir les filaments, ça va être un petit peu rugueux. Mais dans l'avant-dernière ou la dernière version du slicer de Prusa, Prusa Slicer, ils ont ajouté un mode qui s'appelle ironing, en français repassage. Quand l'imprimante a fini, ce qu'elle fait, c'est que elle refait 1 ou 2 passages juste avec la buse, mais sans sortir de plastique, juste avec la buse chaude, pour essayer d'aplanir cette surface. J'ai pas encore testé, mais il semblerait que ce soit une solution intéressante. Alors après, vous avez, avec du PLA, il y a des gens aussi qui ont poncé l'objet pour lui redonner une surface lisse. Le problème, c'est que ça poudre, c'est-à-dire que du coup, l'objet devient poreux. Alors après, vous pouvez compenser ça avec un pistolet, un décapeur thermique ou des choses comme ça, mais ça commence à devenir vraiment compliqué. En général, de toute manière, si vous voulez un finish parfait sur les surfaces, il faut mieux partir sur les imprimantes à résine, dont j'ai pas parlé, parce que le fini en surface est beaucoup plus clean que sur les impressions en FDM, filament de déposit en dépôt de filament, quoi. J'espère que ça répond à la question. Mais sinon, c'est hyper acceptable, hein. L'imprimante dont j'étais pas contente, la première, m'a fait ce truc-là. Globalement, je sais pas si c'est flou, ça fait le zoom ou... Non, on voit. Ok. Vous voyez les stries, mais c'est acceptable, quoi. Et je suis pas content de cette imprimante. Donc, ça dépend de ce que vous voulez atteindre comme degré de finesse, mais pour des usages domestiques, tant que vous voulez pas faire, tant que vous n'avez pas besoin de faire du micro-millimètre, ça le fera, je pense. Ok, et 2 petites dernières questions. Il y a une question, est-ce qu'on peut peindre sur ce qu'on crée? Ouais, il y a en fait pas mal. Je vous ai parlé de figurines tout à l'heure. Quand j'étais ado, il y avait Game Workshops qui vendaient des figurines en plomb et les gens les peignaient pour se faire des campagnes de guerre sous forme de jeux de rôle ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un paquet de figurines à imprimer directement et ça se peint, effectivement, ça se peint très bien. Il faut peut-être J'ai pas d'expérience de peinture, mais je sais qu'il y a un paquet de gens qui sont à fond là-dedans, qui vont imprimer leurs figurines, mettre des couches d'après, les peindre, les poncer, etc. Et voilà, quoi. Ok.
Allez, une toute dernière, parce que je pense que sinon, je pense qu'on pourrait avoir des questions sur pas mal de temps. Même Qu'est-ce si que vous n'arrêtez pas, c'est mort. question pense, c'est peut-être technique là, du filament bois? Alors, le filament bois, j'aime beaucoup le rendu que ça donne sur les photos que j'ai vues, mais j'ai entendu des mauvaises choses par rapport à l'abrasion dans la buse. C'est-à-dire que votre buse, en fait, le trou de la buse, il est tout petit. Donc ça pousse pour faire un tout petit filament par cette buse. Le truc, c'est que le filament bois, il contient des fibres de trucs de je sais pas quoi. Et, et ces matériaux un peu plus moins visqueux que le PLA qui est en fusion ont tendance à déclencher une abrasion et à élargir le trou de la buse. Donc, perso, j'ose pas encore en imprimer parce que je tiens à mon imprimante, mais bon, après, je suis peut-être en train de paniquer pour que dalle. J'ai pas d'expérience avec le sujet. Mais ça a l'air très beau. Franchement, il y a des modèles faits en filament bois qui ont été un peu poncés, un peu retravaillés derrière. On ne penserait pas à une impression 3D, quoi. D'accord. Ok. Bah, merci Alex en tout cas pour tous ces détails. Ben, merci pour l'invitation, hein. C'était vraiment très cool. La deuxième fois que je me retrouve pour un meet-up à Orléans. On sent quitter mon appart cette fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La joie du remote, la joie du remote. Ok, Claire. bah merci Alex, merci d'être venu, merci à tous et à toutes, et puis on se retrouve le mois prochain, en tout cas. Passez une bonne soirée. Salut, Ciao. ciao. Bonsoir à tous.